J'ai vu récemment dans un catalogue de jouets pour enfants un petit garçon en train de jouer avec une cuisine miniature. Je me suis dit tiens, pour vendre ça, à mon époque, on aurait mis une petite fille. J'ai trouvé ça cool, presque un peu rassurant. Je me suis dit ok, on progresse. Les marques changent pour de vrai, là c'est une preuve réelle. Et puis je suis tombée sur un autre détail. Attends, je suis la meuf de la com et pendant 10 ans je t'ai fait cliquer, liker, acheter et recommencer. Maintenant je t'aide à plus te faire niquer. Psst, hey, c'est la meuf de la com. On repart en arrière. Depuis une bonne décennie, on raconte que les marques intensifient, voire parfois créent des stéréotypes. On les accuse souvent de diriger les mœurs et de fracturer la société. Je peux pas dire que je suis complètement en désaccord, mais enfin, faudrait peut-être se regarder le nombril 5 minutes. Parce que la vérité, c'est que les marchés n'inventent pas grand-chose. Ils pompent, ils observent, ils copient ce qu'on a déjà fait, ce qu'on dit déjà, ce qu'on croit déjà. Ils sortent les éléments de leur contexte, ça c'est sûr. Ils en tirent des vérités générales pour mettre les personnes dans des petits paquets et mieux comprendre comment les faire acheter. Ça c'est vrai. Ils vont chercher nos biais, nos routines, nos contradictions et viennent les mettre en vitrine pour qu'on ait l'impression que ça a toujours été comme ça. Bon, ça, c'est vrai. Si les pubs ont montré des petites filles en rose avec une cuisine pendant 40 ans, parce que c'est ce que tout le monde avait l'habitude de voir à la maison. C'était le reflet fidèle et très inconfortable d'un monde tel qu'il était. Alors, forcément, quelque part, aujourd'hui, quand tu vois un petit garçon en train de jouer à la dinette sur un catalogue, tu te dis, ça y est, les marques ouvrent les yeux. Alors que non. Non, pas du tout. Pas plus qu'hier. Elles s'adaptent, elles suivent le mouvement, mais elles le créent pas. Elles sentent que tu changes, elles sentent que la société change. Elles sentent que tu veux plus qu'on t'impose un rôle. Et elles le transforment immédiatement en argument de vente. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand tu commences à regarder les marques non pas comme des prescripteurs de société, mais plutôt comme des miroirs optimisés, tu captes un truc assez essentiel. Elles suivent la tendance, mais elles le font jamais gratuitement. Elles modernisent le packaging, elles changent les visuels, elles se donnent un air progressiste. Et pendant que tu te dis, tiens, ça évolue, elles glissent à l'intérieur du packaging quelque chose de beaucoup plus discret et beaucoup plus rentable et beaucoup plus puissant. De nouvelles injonctions. Pas des injonctions sociales, des injonctions d'achat cette fois. Des injonctions de performance, des injonctions de charge mentale. Parce que dès que la société bouge, le marketing voit une opportunité. Ok, si c'est ça que les gens veulent vraiment maintenant, comment on leur vend? Et c'est exactement là que ton catalogue de jouets devient beaucoup plus intéressant que prévu. Pour en revenir à ma petite cuisine miniature là, vendue comme le jouet parfait pour développer l'autonomie, juste en dessous, t'avais une liste de 18 accessoires indispensables pour compléter l'expérience. Et dans le catalogue entier, chaque page était organisée pour te rappeler tout ce que tu devrais avoir acheté pour être un bon parent. Et là j'ai eu un doute, un gros doute. Parce que d'un côté oui, les marques communiquent différemment, elles sont plus inclusives, elles se modernisent, elles cassent un petit peu certains stéréotypes. Mais de l'autre, elles te rajoutent une pression mentale, mon gars, monstrueuse pour tout bien faire, pour ne rien oublier, pour être à la hauteur de ce que les pubs appellent un parent éveillé. Et c'est là que j'ai compris. La question c'est pas est-ce que les marques ont évolué, la question c'est pourquoi elles ont évolué et à qui ça profite vraiment. Parce que oui, en 2025, l'image change, les messages changent, les affiches changent, mais la mécanique, elle a pas bougé d'1 millimètre. On te vend pas juste un jouet, on te vend une identité. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont des enfants, c'est clairement un positionnement les jouets. D'un côté, ceux qui refusent d'acheter des jouets neufs pour leurs enfants, t'as ceux qui refusent à leurs petits garçons d'avoir une Barbie, qui vont tout acheter en bleu, ou à l'inverse, qui vont faire très attention à ce qu'on voit tout de suite que c'est une petite fille. Oui, alors attends, juste les parents de petites filles, désolé, on n'a rien contre vous, mais un bébé, c'est un bébé, c'est dur de savoir si c'est une fille ou un garçon, pardon, mais mettez-le le kiki, ça nous arrange tous. Bref, t'as aussi ceux qui refusent que les grands-parents ou autres offrent des jouets pas éco-responsables à leurs enfants, par exemple. Bon, t'as compris? Tu te positionnes quand tu parles des jouets de tes enfants, ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Mais revenons-en à la charge mentale. Ce terme, il existe depuis 1984, quand la sociologue Monique Eco l'utilise pour décrire un truc très précis. Penser à 1000 choses en même temps, parce que ta vie pro et ta vie perso se chevauchent en permanence. Sauf qu'à l'époque, ça, en vrai, on n'en parlait presque pas. Le concept est resté coincé dans le travail des chercheurs et des psychologues du travail, mais le grand public savait même pas que ça portait un nom, en fait, tout ça. Et puis, arrive 2017. La BD Fallait demander de Emma explose sur Internet, et là, le mot sort enfin du placard. La notion devient virale, reprise dans les médias, les débats publics, les discussions sur l'égalité et la parentalité. Et depuis, on en parle autant parce que le terme s'est élargi à absolument tout. Le couple, les enfants, le boulot, la santé, les aidants, la vie entière. On a enfin mis un nom sur un truc que tout le monde vivait, mais que personne n'arrivait à formuler. Et évidemment, dès que le mot devient populaire, il se passe toujours la même chose. Les promesses anti-charge mentale. Les marques débarquent avec des promesses. Et là, prépare-toi parce que c'est là que ça devient presque drôle. Non, pas drôle. Ironique, tragique, cynique, market. Au début, les marques se sont dit, ok, les gens parlent de charge mentale. Vendons quelque chose contre la charge mentale. Et là,
avalanche de solutions. Des applis pour répartir les tâches dans le couple, qui au final notifient toujours la même personne. Les to-do list connectés, qui te font basculer d'organiser ta vie à organiser tes outils qui organisent ta vie. Des kits simplifiés à la rentrée qui t'ajoutent 22 cases à vérifier une par une, sinon t'es un parent indigne. Les box anti-charge mentale où tu dois penser à annuler, penser à être abonné, parce qu'on veut pas te forcer la main. Oui mais d'accord, mais d'un côté tu me forces la main, mais j'ai pas à y penser, et de l'autre tu veux être éthique, mais du coup tu me bouffes du temps. C'est terrible l'humain, vraiment, c'est dur. Hein. Et là tu te rends compte d'un truc simple. On t'a vendu de la charge mentale au nom de la réduire. Parce que toutes ces solutions ont un gros problème. C'est toi qui dois les gérer. Mais à aucun moment on te dit que c'est toi qui dois les gérer. Donc elle te rajoute de la charge mentale. Nice. Autre sujet, les apps par exemple censées t'aider à baisser ta charge mentale en répartissant les tâches dans le couple. On va revenir là-dessus. Force est de constater que c'est très souvent les femmes qui sont à l'origine de ces démarches-là. On peut l'expliquer sans l'excuser, mais l'expliquer par plein de choses et c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais du coup, ces apps ont pas pensé à un tout petit truc, c'est que les notifications sont envoyées à la personne qui gère le compte, à l'utilisateur propriétaire. Bon bah là, disons que on va prendre la majorité des ménages pour prendre l'exemple, comme ça parlera, disons, au plus grand nombre. Donc l'utilisateur propriétaire, c'est la femme du coup, qui mathématiquement a déjà plus de charge mentale. C'est à ce genre de détails, ils n'en sont pas vraiment, on voit qu'une marque est pas honnête dans sa démarche et qu'elle surfe simplement sur une tendance. C'est là que tu vois un truc beaucoup plus profond que de simples mauvais réglages. À partir de maintenant, je vais parler de la manière dont la charge mentale féminine est appuyée et maintenue par les marques et comment elles s'en servent. Ça veut pas dire que la charge mentale masculine n'existe pas, ok? Jusque là, on va avoir besoin d'exemples concrets, alors je préfère resserrer l'objectif. Si t'as envie, je te prépare une autre vidéo dans laquelle je te montre comment les marques traitent la charge mentale masculine, parce que là aussi, il y a des choses à dire. Donc du coup, si ces applis envoient toujours les notifications à la même personne, si c'est toujours elle qui doit valider, relancer, vérifier, assigner, c'est pas juste un oubli, c'est pas juste un bug. Ah d'accord. C'est pas juste un bug, dur. C'est pas juste un oubli, pas juste un bug, c'est pas juste dommage, un signe que les marques n'ont jamais vraiment pensé que la charge mentale puisse être partagée. Elles ont juste pensé à comment se positionner là-dessus et s'intégrer dans le schéma déjà existant. Et c'est là qu'on arrive à un truc que personne n'ose dire mais que tout le monde voit. Je vais le dire plus fort. La charge mentale féminine pour les marques, ce n'est pas un problème, c'est une variable. Et une variable ultra fiable, ultra prévisible, ultra rentable. Parce que dans la grande majorité des foyers en 2025, pas tous les foyers, la majorité, n'attrapez pas ma veste, c'est pas le sujet. C'est encore elle qui gère les rendez-vous, pense aux anniversaires, les devoirs, prépare les sacs, anticipe les cours, coordonne les activités, organise les repas, planifie les vacances. Et ça, les marques, elles le savent. Même si ça tend à changer, on verra un changement plus tard. Pour l'instant, on est encore dans cette période un peu charnière où il y a beaucoup de réflexes qui restent de l'ancien temps et on est en train de s'en rendre compte, donc on est en train de les changer. Mais ils n'ont pas changé. Et ça, les marques, elles le savent. C'est facile à étudier et à mesurer en soi. Alors forcément, quand elles voient un phénomène aussi stable, aussi massif, aussi structurant, elles cherchent surtout pas à le corriger. Ah non, 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 elles cherchent à en profiter. Elles se disent pas comment on répartit mieux. Elles se disent à qui on parle pour déclencher le plus d'achats possible. Et là, elles voient le point commun dans presque tous les foyers. La personne qui pense à tout, vérifie tout, anticipe tout. En général, c'est la femme. Alors forcément, les pubs de gestion familiale montrent des mamans, les campagnes spéciales parlent aux mamans, les emails ne ratez rien cette semaine atterrissent dans la boîte mail des mamans, les apps simplifiez votre quotidien tutoient les mamans. Et pour les marques, la charge mentale c'est pas une injustice, c'est pas un problème social, un canal marketing. C'est là qu'on sort du simple cliché pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus stratégique. Les marques n'exploitent pas la charge mentale féminine malgré elles, parce que dans la tête des marketeurs, la logique est simple, alors brutale, mais simple. La charge mentale devient alors une autoroute pour entrer dans la vie des femmes. Un accès direct à leur stress, leurs priorités, leurs responsabilités, leurs peurs. Tu gères tout, laisse-nous t'aider. Mais avant, prends notre solution. Une app, une box, un abonnement. Et là, tu comprends le twist. La promesse, c'est de t'alléger. L'effet réel, c'est de t'en rajouter. Et le bénéfice, évidemment, il est pour elle, pas pour toi. Parce que plus tu gères, plus tu tries, tu compares, tu réfléchis, finalement, plus t'es une proie, plus t'es capturable. Et c'est ça la mécanique que les marques ne veulent surtout pas qu'on regarde d'un tout petit peu trop près. Maintenant que tu vois comment les marques utilisent la charge mentale comme une porte d'entrée, on arrive à la partie, à mon sens, la plus dérangeante. Parce que tu pourrais te dire, bon, ok, elle parle surtout aux femmes, c'est maladroit, c'est cliché, mais au pire, c'est juste marketing. Non, c'est pas juste du marketing, c'est une stratégie. Et dans cette stratégie, augmenter ta charge mentale n'est pas un dommage collatéral pour un objectif bien meilleur. C'est l'objectif plus fort. Et dans cette stratégie, augmenter ta charge mentale, c'est l'objectif. Pourquoi? Parce que plus tu portes de choses dans ta tête, tu dois anticiper, organiser, vérifier, plus ton cerveau se fatigue. Un cerveau fatigué, c'est un cerveau prévisible, qui compare moins, qui réfléchit moins, qui choisit plus vite, qui clique par défaut, qui accepte la première option, qui valide sans négocier.
En psycho, ça porte un nom, c'est la fatigue décisionnelle. Et c'est l'arme secrète des marques, la fatigue décisionnelle. Quand tu dois gérer 1 million de micro-choix dans ta journée, est-ce qu'on vient de lessive, est-ce qu'on a répondu au prof, c'est quand le vaccin, pourquoi il n'y a plus de chaussettes, qui c'est qui va le chercher, est-ce que j'ai pensé au goûter, ton cerveau passe en mode automatique. Le système de réflexion est épuisé, le système d'action en place. Plus tu es cognitivement noyé, plus tu es guidable. Attention, je vais le dire autrement, plus tu es fatigué, plus tu es rentable. Les marques ne veulent pas réduire ta charge mentale au premier degré. Elles veulent la pousser juste assez loin pour que tu continues à fonctionner, mais plus assez pour résister. Pas assez pour dire non, pas assez pour réfléchir, pas assez pour comparer, assez pour acheter, assez pour rester, assez pour céder. C'est horrible ce que je dis. On aimerait que les marques s'emparent de ces sujets et jouent un rôle de guide vers la voie de la raison. Vu la portée et le pouvoir qu'elles ont, on s'insurge quand une marque prend pas la parole sur un fait de société hyper choquant. Le vrai problème, c'est qu'on demande aux marques de corriger ce que la société n'a jamais appris aux enfants. On attend d'elles qu'elles montrent de bons rôles modèles, fassent des pubs plus morales, lancent des produits plus inclusifs, réduisent la charge mentale, rééquilibrent les responsabilités. Mais une marque, ça n'éduque pas. Une marque, ça récupère ce qui existe, ça fait avec et ça vend. Une marque, ça vend. On compte sur elle pour faire le boulot comme on compte sur l'école pour éduquer nos enfants. Mais l'école, ça enseigne, ça n'éduque pas. Et tant qu'on comptera sur une marque pour faire le boulot, elle renforcera exactement ce qui lui rapporte. Parce que, je vais le dire, c'est pas aux marques d'apprendre à vos fils à prendre leur part. C'est pas aux marques d'apprendre à vos filles à pas tout porter. C'est pas leur intérêt. Et surtout, c'est pas leur rôle. Elles sont pas là pour libérer la charge mentale. Elles sont là pour exploiter la charge mentale qu'on laisse se construire depuis toujours. Et c'est ça la vraie conclusion. Tant qu'on attend des marques qu'elles éduquent à notre place, elles continueront de nous vendre les problèmes qu'on refuse d'affronter. I just want me to find it. I just want